Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Randonnée mortelle. Je m'appelle Ali, j'ai 33 ans et je suis guide de haute montagne dans les Alpes françaises. En cette saison estivale, je guide un groupe de 6 randonneurs habitués et confirmés sur le sentier des Grandes Jorasses, une randonnée exigeante qui offre des panoramas spectaculaires. L'ascension se déroule sans encombre jusqu'à la mi-journée. Le soleil brille, la température est idéale et l'ambiance est détendue, jusqu'à ce qu'un des randonneurs, Théo, s'arrête net. Attendez, il manque quelqu'un. Un silence pesant s'installe. On recompte le groupe et effectivement, il nous manque un membre. Élise, une jeune femme pétillante et pleine d'énergie. La panique commence à monter en moi. Elle était juste derrière moi il y a quelques minutes. Impossible qu'elle se soit volatilisée dans la nature. On fouille les environs, en l'appelant, scrutant chaque recoin de l'endroit. En vain. Élise reste introuvable, après des heures de recherche. On est bouche bée, dans le flou total. En plus, le ciel commence à s'assombrir et le vent se lève. Les conditions météorologiques se dégradent rapidement, rendant les recherches encore plus difficiles. La température chute et je m'inquiète de plus en plus pour Élise. L'espoir commence à s'éteindre, mais je n'abandonne pas. Et je fais une découverte macabre. Au fond d'un ravin, caché par des broussailles, gît le corps sans vie d'Élise. Je suis choqué. La douleur et la culpabilité me submergent. Je suis responsable de la sécurité de mon groupe et j'ai échoué. Le pire est arrivé. La police arrive sur les lieux et commence son enquête. La cause de son décès reste un mystère. Une chute accidentelle, un acte criminel, on n'a rien vu, rien entendu. Les jours suivants sont un long tunnel de tristesse et d'incertitude. On est dévasté, se remémorant le fil des événements avant cette horrible tragédie. La montagne, autrefois un lieu de beauté et de sérénité, est devenue un symbole d'effroi et d'incompréhension. L'âme d'Élise plane sur les Alpes. Son sourire radieux et son rire contagieux nous manquent. La question de ce qui lui est arrivé reste gravée dans ma mémoire, une blessure qui ne se refermera jamais. La montagne a pris son tribut. Depuis ce jour, je suis anéanti par ce drame et ma culpabilité est immense. J'ai arrêté mon métier de guide et je suis devenu agent de voyage dans une petite agence de la région, à jamais brisé. Le miroir de Venise. Moi c'est Elliot, j'ai 32 ans, et ma femme Valentina en a 28. L'année dernière, on s'est offert un voyage à Venise. Ces derniers temps, avec Valentina, nos relations sont tendues, donc cette escapade est l'occasion pour nous de nous retrouver. La ville est magnifique, le paysage a coupé le souffle et un air de romantisme plane dans l'atmosphère. C'est idéal. 2 jours après notre arrivée, en explorant les canaux de la ville, on s'enfonce dans un dédale de ruelles étroites, jusqu'à tomber sur un petit magasin d'antiquités tenu par un vieil homme. Valentina s'approche d'un miroir, attirée par sa lueur. Le vieil homme lui raconte que ce miroir est un objet de famille transmis de génération en génération et qu'il possède des pouvoirs extraordinaires. Fascinée, Valentina décide de l'acheter. Dès que nous l'emportons dans notre chambre d'hôtel, d'étranges phénomènes se produisent. La nuit, je suis hanté par des visions horribles et des cauchemars abominables, dans lesquels je distingue dans le miroir des silhouettes fantomatiques et des visages déformés. Valentina, elle, semble envoûtée par le miroir. Elle passe des heures à le contempler, son regard perdu dans les profondeurs obscures. Elle devient de plus en plus inquiétante. Elle est distante, irritable et parle de choses étranges.
J'ai peur qu'elle soit possédée par une force liée au miroir. Alors, je décide de consulter un expert en paranormal. Pour lui aussi, c'est étrange. Il me dit de retrouver ce vieil homme et qu'il sait sûrement quelque chose. Je le retrouve donc, le suppliant de venir récupérer le miroir. Il me regarde avec gravité et me dit que si Valentina a l'air hypnotisée par le miroir, il faut le briser. Mais avant ça, il y a un rituel précis. Il me décrit le rituel en détail, les phrases à prononcer, les ingrédients spécifiques, et me dit qu'il faut une grande force de volonté. Je rassemble tout ça et je me rends à l'hôtel. Valentina est toujours devant ce miroir qui lui aspire son énergie, son âme. Je commence le rituel. Je trace un cercle de protection sur le sol avec de la craie blanche. Je place les ingrédients en 4 points cardinaux et récite ces quelques phrases. Un hurlement strident emplit la pièce, un mélange de douleur et de rage. Des ombres tourbillonnent autour d'elle, des formes sombres et vaporeuses. Elles se tendent vers elle comme pour l'aspirer dans les profondeurs. Je me précipite vers Valentina, l'attrape par les épaules et la tire dans le cercle avec moi. Sa peau est glacée, ses muscles tendus comme des cordes. Elle se débat contre moi. Ses yeux me fixent, mais je ne vois plus la femme que j'aime. Je vois une femme presque vide, sans émotion. Je serre les dents et la maintiens fermement. Je refuse de la laisser tomber dans les ténèbres. Un hurlement déchire l'air. Le miroir explose en une pluie de verre brisé, projetant des éclats dans toute la pièce. Puis le silence. Les ombres se dissipent, laissant place à la lumière du jour. Valentina s'effondre dans mes bras, épuisée. Je la serre contre moi, soulagée. Après quelques jours de repos, on a repris nos balades dans cette jolie ville. Cet événement nous a fait prendre conscience de l'amour qu'on a l'un pour l'autre et nous a rapprochés plus que jamais auparavant. Mais on a réalisé que le mal existe et qu'en un instant, tout peut basculer. Le lac caché. Je m'appelle Emma, j'ai 25 ans et je vis à Chicago depuis toujours. La nature, c'est mon échappatoire, mon refuge. Ce week-end, avec un groupe d'amis, on a décidé de partir en randonnée dans les montagnes du Colorado, à la recherche d'un lac sauvage appelé Poudre Lake. Le paysage est à couper le souffle. Des forêts denses de conifères, des rivières tumultueuses et des sommets enneigés à perte de vue. La randonnée est difficile, mais l'excitation et la bonne ambiance nous motivent. On finit par arriver au lac caché. Sa beauté est saisissante, l'eau est cristalline et profonde. Mais l'atmosphère me semble étrange. Des arbres morts aux branches tordues entourent le lac, comme des sentinelles menaçantes. Un sentiment de peur s'empare de moi. Je suis la seule à le ressentir, les autres semblent fascinés par la beauté du lieu. Je me force à sourire, à profiter de l'instant, mais une voix intérieure me murmure que quelque chose ne va pas. Le soleil se couche derrière les montagnes, plongeant le lac dans une obscurité progressive. Les ombres s'allongent, les bruits de la forêt s'amplifient, et le lac se transforme en un miroir noir. Le ciel est étoilé, c'est superbe. Soudainement, des bruits étranges se font entendre, comme des glissements dans l'eau. On s'interroge un peu et on scrute le lac, lorsqu'on voit une ombre immense traverser la surface de l'eau. Un frisson d'horreur me saisit. Cette chose est immense et on est isolé dans ce lieu sauvage et hostile. L'atmosphère est électrique. La peur s'empare de nous. On se regarde, l'air inquiet et paralysé. La beauté du lac s'est transformée en un décor de cauchemar. Soudain, un vent glacé traverse les arbres, nous faisant frissonner. Un bruit sourd, semblable à un rugissement lointain, résonne dans la nuit. Cette chose se précipite vers nous. Un instinct de survie primaire nous pousse à fuir. Complètement affolé, on se disperse dans la forêt. Je cours à travers les arbres, le souffle court, la peur au ventre, et je ne vois plus mes amis.
La nuit est devenue un labyrinthe de terreur. Tout d'un coup, le silence retombe. Plus un seul bruit, même pas le chant des insectes. Je m'arrête et m'effondre, épuisé et terrifié. Je suis perdu dans l'obscurité. Je décide de me cacher à côté d'une grosse souche d'arbre et j'attends le lever du jour, totalement tétanisé. Le jour se lève. La vie dans la forêt reprend tout doucement. L'atmosphère s'apaise. Je prends mon courage à deux mains et retrouve, tant bien que mal, le campement et mes amis. Enfin presque. Il manque Rob. On attend un peu, puis on finit par ramasser nos affaires. On se dit qu'il est peut-être retourné au van. Pendant le chemin du retour, on l'appelle, mais personne ne répond. On arrive au van et il n'est pas là. Aucune trace de lui. On contacte la police et on leur raconte ce qui nous est arrivé. Sceptiques, ils entament des recherches, en vain. Rob n'a jamais été retrouvé. Après ces événements, on a appris que Rob n'était pas le premier à avoir disparu ici. Que s'est-il passé? Le mystère reste entier. On a repris le cours de nos vies avec une tristesse et un traumatisme immense. Kabukicho. Je m'appelle Sonny, j'ai 27 ans et je viens d'emménager à Kabukicho, un quartier malfamé de Tokyo. J'ai toujours rêvé de vivre au Japon et l'opportunité d'un nouveau travail m'a enfin permis de réaliser mon rêve. Dès mon arrivée, je suis frappé par l'atmosphère oppressante du quartier. Des petites rues sombres, remplies de bars miteux et de yakuza. Le contraste avec les quartiers chics de Tokyo est saisissant. Mon nouvel appartement est situé dans un immeuble vétuste, aux murs décrépits. J'ai l'impression d'être constamment observé. Le lendemain, je commence à explorer mon nouveau quartier. Les habitants me regardent avec méfiance, et je ne tarde pas à entendre des rumeurs étranges sur l'immeuble où je vis. On raconte qu'il est hanté par le fantôme d'une jeune femme laissée sans vie, dans son appartement. Moi, je ne crois pas aux trucs paranormaux. Par contre, le fait qu'une femme ait pu être assassinée me contrarie beaucoup. Quelques mois après mon emménagement, une nuit, je suis réveillé par des bruits provenant de l'appartement voisin. Des cris étouffés et des coups sourds me glacent le sang. Je suis certaine que quelqu'un est en danger. Je me lève, l'oreille collée à la cloison. Parviens à distinguer quelques mots. Contrat, dette, accompli. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Puis j'entends des gens sortir de l'appartement. Je regarde par le judas discrètement et remarque des hommes tatoués, des yakuza je crois, transportant une malle. J'attends quelques minutes et je me précipite vers la porte de l'appartement voisin. Je pousse la porte avec précaution et une odeur de sang me saisit à la gorge. L'appartement est plongé dans le noir. La lumière du couloir éclaire faiblement la pièce. J'avance un peu et je découvre des meubles renversés, des objets brisés et une flaque de sang au sol. Je recule, horrifié. Je n'ai aucun doute. Il s'agit de la scène d'un crime. Mes poils s'hérissent. Je cours directement dans mon appartement, claquant la porte derrière moi. Je ne sais pas quoi faire. J'appelle la police. Ma vie est-elle en danger? Je suis prise entre deux feux. La peur me paralyse, mais je sais que je ne peux pas rester inactive. Je dois faire quelque chose. Je décide d'appeler la police. Elle arrive rapidement et commence son enquête. Ils inspectent l'appartement et interrogent les voisins. Mais personne n'a rien vu, rien entendu. Je suis la seule témoin, mais je suis terrifié. Je ne sais pas si je peux faire confiance à la police. Et si les yakuza ont la police dans la poche? Je commence à me méfier de tout le monde. Le moindre bruit me fait sursauter. Je suis constamment aux aguets. Je ne peux plus vivre comme ça. Je décide de quitter Kabukicho, de fuir ce quartier. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que je ne peux pas rester ici. Vacances agitées.
Moi, c'est Charlie. Je vis à Louisville, dans le Kentucky, avec ma femme Sarah et notre fils Ethan qui a 5 ans. Mon histoire s'est passée en 2013. Avec ma femme, on a décidé de se faire une semaine de vacances dans une baraque paumée au fin fond des Appalaches pour se ressourcer en famille, loin de l'agitation de la ville. Dès qu'on arrive, j'ai un mauvais pressentiment. La baraque est immense, mais peu éclairée, entourée d'une forêt dense qui fout un peu la trouille. C'est très silencieux ici. Ethan est aux anges. Il se barre directement explorer et jouer dans le jardin. Et Sarah lui prépare un petit goûter après ce long voyage. Moi, je me sens toujours mal à l'aise. Une vague de stress me submerge. J'ai l'impression qu'on n'est pas seul. Je fais genre de sourire, de profiter du moment en famille, mais j'ai la boule au ventre. La nuit venue, le silence est total, et les bruits de la maison semblent s'amplifier. Impossible de dormir. Je me retourne dans mon lit, l'esprit envahi par des pensées noires. À un moment, un petit gémissement se fait entendre dans le couloir. Je me raidis, flippé. Je me lève, tremblant, et je pars en direction de la source du bruit, sur le qui-vive. Le couloir est vide. J'inspecte toute la maison, mais rien. Je retourne me coucher, pas trop rassuré. Le lendemain matin, Ethan revient de sa balade, une vieille poupée à la main. Il l'a trouvée dans l'abri de jardin. Elle est en porcelaine, avec des cheveux noirs et un sourire flippant. Ethan est fasciné par la poupée. Il la baptise Nana et l'emmène partout avec lui. Sarah et moi, on n'est pas trop fans de son look flippant, mais on ne va pas priver notre fils de son nouveau jouet. Sauf que des trucs bizarres commencent à se produire. Des objets se déplacent sans raison, des portes s'ouvrent et se ferment toutes seules. Des sifflements se font entendre dans la nuit. La trouille s'installe, bien tenace. La quatrième nuit, je suis réveillé par les cris d'Ethan. Il est debout dans son lit, les yeux écarquillés, la poupée serrée contre lui. Il hurle des trucs incompréhensibles. On peut lire la peur sur son visage. Sarah et moi, on est tétanisés. On ne sait pas quoi faire. Je me précipite vers Ethan, je lui arrache la poupée et je la jette par terre. Elle se fracasse en 1000 morceaux, libérant un cri strident. Ethan se calme tout de suite après. Ses yeux se remplissent de larmes et il nous regarde, tout perdu. On décide instantanément de se tirer de cette baraque. On prend nos affaires et ciao. On avertit la propriétaire de la maison, mais elle fait mine de rien et propose de nous dédommager pour les jours perdus de notre séjour. On accepte, pressé d'oublier tout ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là, mais cette baraque a laissé une cicatrice indélébile. Heureusement, on n'a plus rien vécu de tel depuis. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.